La caravane de sensibilisation sur les droits du conjoint survivant et l'orphelin se poursuit. La ministre des Affaires sociales et de la Famille, Honorine Dzebitégué, était pour cette fois à Bikélé, à quelques encablures de Libreville dans la province de l'Estuaire, pour interpeller les populations sur les acquis juridiques contre la spoliation. Arsène Mollet, un reportage de nos confrères de Télé Africa. Contre cette situation, le ministre interpelle les parlementaires en vue de l'adoption de 2 textes de loi en faveur du conjoint vivant et de l'orphelin. Je lance donc un appel pressant à tous les parlementaires pour l'adoption des 2 textes de loi qui sont entre leurs mains depuis un certain temps et les amender si c'est nécessaire, au cas où il y aurait des divergences dans leur point de vue, puisque nous sommes à leur disposition. Ceci nous permettra aisément de prendre d'autres textes d'application de certaines dispositions légales. À tous mes collègues magistrats, pour accélérer le règlement des procédures qui leur sont transmises en matière successorale. À tous les auxiliaires de justice, avocats, huissiers et autres, d'être humains dans les actes juridiques qu'ils posent en matière successorale. À toutes les familles, pour ne pas accentuer la détresse des conjoints survivants et des orphelins, par les actes de honte qu'ils posent dès l'annonce d'un décès. Je citerai entre autres blocage des cadavres, refus opposé aux conjoints survivants et aux orphelins d'assister aux obsèques du disparu, incitation des enfants contre leur mère ou leur père pour des besoins matériels, refus d'organiser le conseil de famille pour bloquer les opérations successorales, blocage avec la complicité de certains maires des actes de décès, alors que ces actes doivent être remis également à l'aveugle. Le plus grand démocrate de tous les temps est la mort, car celle-ci ne fait exception de personne. Elle fait l'élection tous les jours et met dans l'urne, c'est-à-dire le cercueil et la tombe, qui elle veut et quand elle veut. Nous devons tous en prendre conscience en posant certains actes, car notre tour d'affronter ce démocrate arrivera obligatoirement. Au sortir de ce séminaire, les participants auront une connaissance des dispositifs légaux de protection et la capacité de faire valoir leurs droits. Des résultats d'audit pilotes effectués dans 4 concessions forestières par la Direction générale des eaux et forêts sont connus. Ils ont été présentés aux acteurs de cette filière à la faveur d'une réunion à laquelle prenaient part nos reporters Yvette Okosa et Biwaou Mikala. C'est en présence des représentants du projet OIBT, OAB et du WWF que le directeur général des eaux et forêts a présidé la réunion technique de présentation des résultats d'audit pilote effectués dans les 4 concessions forestières telles que Bois et Siri de Lokwe, Forex, TTIBT et GB Assala. Des audits réalisés dans le cadre du projet OIBT-OAB intitulé « Promotion de l'aménagement forestier de forêts africaines » qui viennent en appui aux institutions en charge de la gestion des forêts. Sur les 4 entreprises, on peut qualifier la gestion de moyenne parce qu'elles sont autour de 50% de mise en œuvre des principes, critères et indicateurs. Mais ceci n'est pas alarmant parce que c'est un point de départ en ce qui concerne l'évaluation et nous espérons que les prochaines évaluations vont permettre d'avoir des taux beaucoup plus élevés. Il convient de rappeler que ces actions découlent de l'état des lieux de la gestion des forêts qui a des défis à relever durant les prochaines années. 1. Acquérir au sein de notre administration les capacités de mettre en œuvre notre politique forestière. 2. Généraliser la gestion durable à l'ensemble des superficies des forêts de production. Et c'est dans cette optique que le ministère a décidé de l'intégration dans le processus d'aménagement de tous les permis forestiers avec comme date butoir le 31 décembre 2012.
s'assurer de l'effectivité de l'exécution des plans d'aménagement en renforçant les capacités des institutions de contrôle sur le terrain. Ces défis ont pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance forestière, de diversifier les produits transformés et enfin communiquer sur les atouts du bois et sur la gestion durable des forêts dont il est issu. Demain s'ouvre à la salle des conférences du Sénat l'atelier de validation du document stratégique de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux au Gabon. Sur ce, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite était en conclave ce matin, le compte-rendu de nos confrères de TV2. Le tour de table, suite logique de la série d'ateliers du mécanisme d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, initié au mois d'août 2012 par la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, met en scène les membres du comité de pilotage de la dite stratégie. L'objet de la rencontre, pour la dite commission, soumettre aux différents acteurs du dit comité les grandes lignes sanctionnant la collecte des données multisectorielles afin que celui-ci recadre les efforts entrepris par l'ensemble des experts. Ce travail est enfin arrivé à son terme. Il vous souviendra qu'au mois de septembre de cette année, depuis la tribune des Nations Unies, le président de la République avait annoncé que le Gabon avait ratifié les conventions internationales, que le Gabon avait mis en place les agences anticorruption, Agence nationale d'investigation financière, et il a même dit qu'en ce moment, la Commission était en train de travailler avec le programme des Nations Unies pour la mise en place de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. Et bien, ce travail est arrivé à son terme. Demain, nous allons le valider sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement. Et une fois que le document est prêt, nous aurons le plaisir d'être conduits par le Premier ministre, chef du gouvernement, pour aller remettre ce document stratégique au président de la République. Le président de l'institution indépendante et autonome de prévention et de répression des crimes économiques au Gabon s'est réjoui ensuite de l'avancée significative du processus d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la concussion. C'est le commencement d'une satisfaction qui sera certaine peut-être dans 2, 3, 5 ans, parce qu'on avait besoin de ce document qui nous sert de boussole pour essayer de voir dans le pays quels sont les secteurs les plus atteints et comment organiser cette lutte. Aujourd'hui, ces choses faites, du moins par rapport à l'étude et au rapport sur le diagnostic que nous allons valider demain, ça veut dire que la lutte contre la corruption en 2013 va rentrer dans une autre phase avec la mise en application des dispositions qui seront contenues dans le plan stratégique. C'est en prélude aux assises de l'atelier de validation de la stratégie nationale prévue les 22 et 23 novembre prochains que le comité de pilotage mis en place le 16 juillet 2012 s'est mobilisé ce jour au siège de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Vincent Lebondo Lemali, le président de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite qui dirigeait ces travaux. Il est également l'invité de notre édition d'information. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, dites-nous, la stratégie, le plan stratégique national, le travail est quasiment fini, il arrive à terme. Vous êtes satisfait ? Nous sommes satisfaits de ce que le travail d'étude et d'état de lieu est terminé et que maintenant le rapport est prêt. Nous allons devoir le valider au cours de cet atelier qui aura lieu demain et après-demain. Et en principe, la semaine prochaine, on le mettra sous forme de document relié, sous forme d'impression, d'imprimerie. Et nous aurons donc le plaisir d'aller le remettre auprès des autorités de la République. Alors dites-nous, Monsieur le Président, après l'élaboration de la stratégie nationale, comment va se faire la mise en œuvre ? C'est le résultat de ce travail qui est proposé, c'est-à-dire que quand on va le valider, on va nous dire dans les recommandations qui sont contenues dans le document, secteur par secteur, comment la lutte doit être menée. C'est-à-dire qu'on prendra un secteur particulier comme le ministère de la Justice, je parle de mon département, excusez l'égoïsme. Donc on va constater qu'il y a des faiblesses et on pourra transformer ces faiblesses en objectifs. C'est-à-dire que si aujourd'hui au palais de justice,
ceux qui vont, pour parler quotidiennement, prendre leur casier judiciaire, sont obligés de chercher à gauche et à droite comment ça se passe, combien ça coûte, et on vous dira dans la stratégie, dorénavant, il faut que les documents qui sont payants soient connus et que la liste soit affichée et que dorénavant, chaque citoyen qui doit se rendre dans un service devra savoir ce qu'il doit payer. Et ça va être, ce travail va être fait dans tous les secteurs d'activité. On a recensé essentiellement une dizaine au départ. Et là, nous allons connaître le bonheur de pratiquer au moins avec cette boussole le travail tel qu'on voulait le faire depuis le départ. Monsieur le Président, une question d'actualité. La capitale gabonaise devrait abriter le siège des agences anticorruption d'Afrique centrale. Encore faut-il se constituer en réseau. Où en est-on avec ce projet aujourd'hui? La capitale gabonaise va abriter, lundi de la semaine prochaine, un atelier qui va se tenir sur 3 jours, lundi, mardi et mercredi. En fait, cet atelier consistera en la validation du rapport que l'expert des Nations Unies avait déjà réalisé en zone Afrique centrale. Donc, ce travail aussi est arrivé à son terme et chaque État de la CEAC devra envoyer 2 représentants qui vont se réunir à l'hôtel Hibiscus de lui. Et à la fin de ce travail, en principe, on devrait avoir une idée un peu plus claire sur le réseau Afrique centrale et sur ce siège que le Gabon attend depuis. D'accord. En quelques secondes, un mot de fin en ce qui concerne cet atelier de validation qui va se tenir demain. Oui, le mot de fin, ce serait de dire déjà merci à tous ces techniciens qui ont pu, depuis juillet, sans relâche, faire ce travail et qui vont demain enfin rencontrer tous ces acteurs qui déjà sont imprégnés du document. Et chaque structure devra être représentée par au moins 2 personnalités. Et le travail se tiendra d'abord dans un premier temps, vous savez, il y a le protocole, il faut les cérémonies officielles. Et puis après quoi, il se repartira en atelier. Et vendredi après-midi, on devra en principe clôturer en validant toutes les propositions et les recommandations qui sont contenues dans le document. Monsieur le Président, merci. Restez avec nous. Entre la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et la Cour des comptes, il n'y a qu'un pas, membre des organisations internationales de contrôle des comptes publics. La Cour des comptes s'attache les services de la Banque mondiale pour parvenir à confectionner des comptes de l'État faibles et exhaustifs. Détails et explications dans ce reportage de Cédric Mollet-Malonga et Krishna Maïna. Chaque année, la Cour des comptes doit déclarer les comptes généraux de l'administration de l'État et les comptes généraux des comptables de l'État. Mais depuis 3 ans, l'institution n'y parvient pas. Ces comptes ne sont pas confectionnés conformément à la loi, aussi bien à la forme qu'au fond. Donc la forme n'est pas celle prévue par la loi, le contenu non plus, et suite à cela, le gouvernement a décidé d'avoir recours à des experts qui vont donc l'aider à confectionner ces 2 comptes publics de l'État. On le sait désormais, l'incompatibilité existante entre les 2 comptes pose problème. À la rescousse, la Banque mondiale se dit disposée à accompagner la Cour des comptes dans ce challenge. Elle va donc apporter son assistance technique pour un contrôle de performance. Nous avons jugé utile de pouvoir, en appui à la requête qui a été formulée par le gouvernement gabonais, de venir assister, dans le cadre de cette assistance technique, les différents ministères de sorte à avoir une information qui se veut la plus exhaustive et la plus fiable possible. Il convient aussi de noter que notre appui s'articule aussi dans le domaine de la préparation et de l'exécution budgétaire à travers l'élaboration des plans de passation de marché, des plans d'engagement et des plans d'ordonnancement et les effets d'induction que cela peut poser sur le plan de trésorerie. L'opération devrait permettre à cette institution de contrôle des comptes publics d'avoir une meilleure lisibilité des dépenses de l'État. L'École nationale de la magistrature organise depuis ce matin un séminaire portant sur la réforme des programmes pédagogiques. 48 heures durant, enseignants et praticiens en juridiction devront réfléchir et mettre en forme un nouveau programme pédagogique. Les détails, Marlise Mengue, Jean-Augustin Diengi. C'est pour tenter de répondre à la demande de plus en plus exigeante, à la fois pour une justice de qualité et une justice forte,
mais aussi devant les nouvelles attentes auxquelles fait face l'École nationale de la magistrature